Hi guys! Coucou! On se retrouve évidemment pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, épisode un peu tendancieux. Ouais, controversé. J'ai adoré faire les petites recherches pour ce petit épisode qui va être spicy comme il faut. Très spicy. On n'aura pas notre langue dans notre poche. Non, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de poche pour le coup. On a décidé de dédier un épisode à Victoria's Secret. Donc évidemment, vous devez vous en douter, on va avoir un regard extrêmement critique. Et je te propose qu'on commence tout de suite. Ouais, on commence. Donc Victoria's Secret occupe une place singulière et inégalée dans la culture populaire et l'industrie de la mode mondiale, à la fois en tant que marque iconique et symbole de transformation sociétale. Rapidement, on a introduit, mais on reviendra dessus. Elle est fondée en 1977 et elle est devenue depuis bien plus qu'un simple distributeur de lingerie. Elle s'est imposée dans l'imaginaire collectif, façonnant des idéaux de beauté, de fantasmes et de standards qui ont marqué plusieurs générations, notamment à travers son fameux défilé annuel, qui est un véritable événement mondialisé, regardé par des millions et des millions de spectateurs et fréquenté par les plus grandes stars du show business. C'était le défilé à ne pas manquer à l'époque. Ouais, j'ai jamais compris la hype. Moi j'aimais bien, j'avoue, mais on y reviendra de toute façon. Victoria's Secret a longtemps revendiqué un statut glamour, de confiance en soi et de sensualité, dessinant l'image d'une femme indépendante, désirable, sûre d'elle. Son impact économique aussi est littéralement colossal. C'est des milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. C'est un rayonnement international, tout le monde connaît Victoria's Secret et ça a créé un effet d'entraînement sur l'ensemble du secteur de la lingerie qui a tenté d'imiter ce modèle-là avec des stratégies commerciales presque identiques à Victoria's Secret. D'ailleurs, il y a eu beaucoup la même chose. Défilé Etam. Et des productions soi-disant spectaculaires à la manière Victoria de Défilé Etam. La marque est aussi devenue quelque part miroir des évolutions et des tensions propres à la société contemporaine entre empowerment affiché et injonction de la perfection esthétique entre rêve de diversité et de production stéréotypée exclusif. Au fil des décennies, Victoria's Secret a cristallisé les débats autour de la représentation des corps, du désir, du marketing sexuel, tout en subissant elle-même les contre-coups d'une société en pleine mutation qu'elle n'a pas su suivre. Parler justement de cette marque aujourd'hui, c'est interroger l'évolution de la mode, en tout cas dans la lingerie, du commerce, mais aussi de l'imaginaire collectif et comprendre comment une marque peut façonner et être façonnée par les grands mouvements sociaux, économiques et culturels de son temps. La naissance de Victoria's Secret s'ancre profondément dans la trajectoire personnelle et professionnelle d'un homme qui est Roy Raymond, diplômé de Stanford avec un MBA, qui fonde la marque, on le disait, en 1977 à San Francisco avec sa femme pour révolutionner l'achat de lingerie. Son inspiration vient d'une expérience personnelle peu confortable pour les hommes. Lorsqu'il voulait acheter de la lingerie pour sa femme, il se sentait extrêmement mal à l'aise. Pauvre petit chouchou. Dans les grands magasins traditionnels, où l'atmosphère est souvent perçue comme peu accueillante pour les hommes, c'est si dur d'être un homme. Et il constatait aussi que l'offre était extrêmement limitée, souvent démodée, trop peu sophistiquée, ce qui contribuait à une gêne supplémentaire. Oh là là, les hommes, c'est trop dur! Bon, par contre, effectivement, qu'il n'y ait rien de sophistiqué, c'est pas faux, c'est quand même bien de la merde ce qu'on nous présente, mais bon. Pour remédier à tous ces problèmes d'hommes, Raymond va imaginer un nouveau type de boutique où l'environnement est élégant, discret et propose une expérience d'achat détendue. Enfin, ça serait comme un boudoir victorien, hyper contemporain. Le nom Victoria's Secret est choisi à la fois pour la sophistication de l'époque victorienne, avec des broderies délicates, des velours, des meubles en bois foncé, tout en maintenant une connotation très mystérieuse et plein de secrets. La marque joue sur cette dualité entre respectabilité historique et sensualité, ce qui permet d'attirer une clientèle à la recherche d'un luxe accessible et d'élégance discrète. Raymond ouvre donc sa première boutique au Stanford Shopping Center en Californie en 1977. Il investit $80,000 empruntés à une banque et à sa famille. La boutique se distingue rapidement par son ambiance raffinée, ses conseillers à l'écoute,
pour les hommes, qui guide et rassure le client, ce qui permet de rendre l'achat de lingerie moins intimidant et un peu plus simple. Et fort de ce succès initial, Raymond ouvrira par la suite plusieurs autres magasins et lancera un catalogue de vente par correspondance, très tendance à l'époque, à l'époque des Tupperware, ce qui accélérera grandement la croissance de la marque. La stratégie consiste à proposer une expérience d'achat différente, plus intime, plus valorisante, en rupture avec l'image utilitaire ou vulgaire des offres concurrentes. Je sais pas où il voit la vulgarité, mais bon, c'est pas grave. Rapidement, la marque connaît un succès assez inattendu, puisque en 1982, soit 5 ans après la création, elle comptait 6 magasins, réalisait un chiffre d'affaires de 6 millions de dollars par an. Et face à cette croissance ultra rapide et à la complexité de gestion, Raymond décide tout simplement de vendre Victoria's Secret à Leslie Wexner, fondateur de The Limit Inc. en 82. Et ce dernier voit alors la possibilité d'agrandir la marque de lingerie beaucoup sophistiquée pour en faire tout un empire mondial. Victoria's Secret s'inscrit donc dans une volonté de renouveler le marché de la lingerie en produisant un produit et un univers entièrement repensé pour une clientèle cherchant luxe, discrétion, sensualité, dans un contexte où l'achat de lingerie était encore perçu comme une démarche embarrassante. La fondation repose donc à la fois sur une connaissance fine du marché, une innovation dans l'expérience client et une ambition de refonder l'image de la lingerie à partir de cette plateforme initiale. Après avoir posé les bases du premier concept de la première boutique, Victoria's Secret innove considérablement dans un modèle économique et commercial. L'ambiance des boutiques, inspirée d'un boudoir victorien, comme on l'a déjà dit, est soigneusement conçue pour offrir un cadre rassurant, élégant et intime, qui va trancher radicalement avec l'univers froid et impersonnel des grands magasins. Les sous-vêtements sont exposés sur les murs, permettant aux clients, notamment aux hommes comme Raymond, de les observer sans forcément les toucher, ce qui supprime une forme de malaise fréquent dans l'achat de lingerie. Et les vendeurs remplissent véritablement le rôle de conseiller attentif, suggérant les tailles par rapport au modèle, ce qui rend vraiment l'expérience valorisante pour le client. Par ailleurs, Ray Raymond lance rapidement un service de vente par correspondance, on en parlait tout à l'heure, via un catalogue, ce qui est innovant dans la lingerie pour l'époque. Et ce catalogue permet d'étendre la portée de la marque au-delà des points de vente et ainsi de faire venir l'univers Victoria's Secret directement chez le client. Bien avant l'essor des boutiques en ligne, cette méthode permet notamment de booster les ventes et de toucher une clientèle qui ne se déplace pas forcément en boutique. Et le service de commande par catalogue renforce aussi dans une certaine mesure l'aura secrète et exclusive de la marque, prolongée jusque dans l'intimité du foyer. Comme on vous l'a dit, Raymond va vendre Victoria's Secret à Leslie Wexner pour 1 million de dollars, ce qui est assez peu. Arnaqué, voilà. On va pas se mentir. Il n'avait pas la vision du tout. Suite à ça, il va avoir un repositionnement de la marque qui va vraiment marquer un tournant décisif et donner naissance à une expansion sans précédent. Wexner va investir dans la multiplication des points de vente, dans le développement de gammes supplémentaires et dans un marketing puissant qui va transformer Victoria's Secret en leader incontesté du secteur de la lingerie aux États-Unis. Sous sa direction, Victoria's Secret, on le disait, connaît une véritable transformation qui est radicale, qui va en faire une marque mondiale emblématique, conjuguant luxe, féminité sophistiquée et désir. Grâce à son expertise dans le commerce de détail avec sa société, il amplifie et professionnalise la marque en s'appuyant sur une stratégie marketing puissante et une expansion à l'international rapide. Et à partir de ce rachat, Victoria's Secret cesse d'être une boutique de lingerie niche, comme on peut en voir à Strasbourg-Saint-Denis, pour devenir véritablement un empire de la lingerie, ancrant son univers dans une image glamour, accessible et en même temps exclusive, déployée massivement dans les centres commerciaux
états-uniens. La diversification de l'offre, elle va être audacieuse, mais elle va être surtout rapide. Parce que au-delà de la lingerie sexy, Victoria's Secret va développer une gamme complète de produits. Parfums, cosmétiques, vêtements d'intérieur, maillots de bain et enfin Pink, une lingerie qui est spécialement dédiée, on va dire, aux préados, adolescentes et jeunes femmes qui va être lancée en 2002. Ça pose véritablement un problème. Ouais, ça pose... Oui, c'est pour ça que je dis mal. On n'a pas besoin de vous le dire, hein, mais ça pose véritablement un problème d'avoir pensé juste de créer une gamme de lingerie pour des préadolescentes. Ouais. Je sais pas qui était derrière ce marketing-là, mais c'est quand même assez catastrophique d'avoir pensé ça. On a beaucoup de mal avec Victoria's Secret ici. C'est pour ça qu'on fait la vidéo, c'est pour bien... Parce que c'était pas genre des brassières. Ouais, c'était de la lingerie, quoi. C'était des lingeries... comme on entend. Comme on entend des lingeries, quoi. Mais par contre, ça va rencontrer vraiment un immense succès. Ah, c'est bizarre. Qui va directement parler à une génération soucieuse d'identité et de style. Donc ça, je pense que ça va plus être pour les jeunes femmes. Et c'est notamment à cause de la presse mode qui mettait en avant justement la mode très Y2K, très glamour, sexy. Ouais, c'est ça, mais ça n'a, c'est pas du tout les enfants, enfin les pré-ados qui ont... c'était eux la cible. La cible, mais c'était eux les consommateurs. Mais le problème, c'est que ça n'aurait pas dû être le cas. Ça n'aurait pas dû être le cas. Cette ligne permet du coup en outre à la marque de renouveler sa clientèle et d'élargir son socle commercial. Mais c'est tellement le lancement de ce mythique, célèbre, connu à l'international show qui est le Victoria's Secret Fashion Show en 1995 qui consacre véritablement la mode comme un phénomène culturel, mode important. Organisé annuellement le disait, ce défilé mêle haute production, mise en scène spectaculaire et mannequins devenus des icônes internationales. Les fameuses Angel, apparues en 1998, dont les visages sont souvent des stars planétaires ou des mannequins extrêmement reconnus. Ce show télévisé, on le disait, est suivi par des millions de spectateurs à travers le monde. Et c'est ça qui va véritablement propulser Victoria's Secret au rang d'événements incontournable, associant le glamour, le fantastique, une forme de sensualité très assumée, voire très exacerbée, tout en confirmant le rôle prépondérant de la marque dans le décor de la mode féminine. Les anges Victoria's Secret, c'est celles qui travaillaient avec Victoria's Secret, ce qui fait que genre par exemple Candice Swanepoel, qui était une grande mannequin Victoria's Secret, était ange. Kendall Jenner, je crois pas. C'est-à-dire qu'elles avaient un contrat avec Victoria's Secret et elles ne travaillaient exclusivement qu'avec Victoria's Secret. Ça, c'était les anges. Voilà. Donc il y avait les grands mannequins, évidemment les têtes d'affiche. Elles n'étaient pas toutes anges. Voilà, je tenais à le préciser quand même. Le défilé Victoria's Secret Fashion Show s'est rapidement imposé comme un événement emblématique de la mode, de la culture populaire aussi, avec son apogée avec plus de 10 millions de téléspectateurs chaque année, notamment autour de 2010-2011, l'apogée, atteignant jusqu'à 12 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Alors c'était diffusé en prime time sur la ABC et la CBS, donc pas n'importe grosse chaîne. Voilà. Le show met les hautes coutures de lingerie, performance musicale avec des vedettes phares de ces moments-là en fait. Ouais, on se rappelle de tous les hommes qui chantaient, qui étaient plus préoccupés par le corps des femmes qui étaient en train de défiler que donner une vraie et belle performance. N'est-ce pas The Weeknd? N'est-ce pas Justin Bieber? N'est-ce pas Justin Timberlake? Scénographie grandiose, faisant de chaque édition une véritable fête télévisuelle. Bon, c'est pas faux, c'est juste à critiquer. Les mannequins stars surnommés les Angels sont devenus des superstars planétaires. On a des figures telles qu'Adriana Lima, Gisèle Bündchen, Heidi Klum qui ont incarné l'image inatteignable de la beauté Victoria's Secret. Et cette imagerie reposait sur un modèle esthétique très normé, des corps longilignes, taillés pour le spectacle, avec une très forte prédominance des mannequins blanches, dans un univers fortement sexualisé. Et cette représentation a longtemps été critiquée pour son caractère exclusif et normatif, imposant aux femmes un idéal souvent jugé irréaliste, c'est irréaliste, et contribuant à renforcer des standards de beauté corporelle étroits. Quand on dit que c'est irréaliste, parce que ces femmes-là ont déjà un corps prédisposé. Voilà, il y a beaucoup de génétique, il y a beaucoup de troubles du comportement alimentaire, il y a beaucoup de choses qui font qu'elles sont dans un univers extrêmement toxique. C'est pas des standards que vous devez suivre, c'est vraiment pas. Genre vraiment pas. C'est Fuyez ces standards. impossible. Vous ne pouvez pas avoir ces corps-là.
d'achat. Le marketing de cette marque jouait habilement avec cette ambivalence, vantant l'empowerment et la confiance en soi féminine, tout en utilisant une objectification assumée du corps. Les slogans mettaient en avant la puissance et la séduction comme expression d'une féminité triomphante. Pourtant, cette exaltation du désir masculin fantasmé, qui s'est faite souvent au détriment d'une vraie diversité corporelle et culturelle, a alimenté des débats sur la représentation des femmes dans les médias et dans l'industrie de la mode. Ces critiques gagnent en intensité dans les années 2010, notamment dans le contexte du mouvement MeToo, où le décalage entre la modernité revendiquée et les codes anciens du show deviennent de plus en plus visibles. Le défilé a d'ailleurs été suspendu en 2019, après plusieurs années de baisse d'audience, de controverses, marquant la fin d'une ère pour Victoria's Secret. Cette suspension fut un tournant qui a notamment obligé la marque à repenser son imaginaire et son rapport à la société. Toutefois, malheureusement, en 2024, le défilé est revenu sous une forme réinventée, avec une meilleure représentation de la diversité et une mise en scène plus inclusive, soulignant que malgré ses défauts passés, l'événement reste un levier puissant pour la marque. Par ailleurs, l'expansion internationale, elle, débute au début des années 2000, donc avant cette explosion du show, avec des boutiques dans les grands aéroports notamment et les centres commerciaux des pays comme le Canada, le Royaume-Uni ou la Chine, étendant l'influence de la marque au-delà des États-Unis. Cette croissance est accompagnée par une montée en puissance des ventes en ligne, notamment avec la modernisation de la pratique, représentant aujourd'hui entre 35 et 40% du chiffre d'affaires total, signe de l'adaptation constante de la marque aux nouveaux comportements d'achat. Toutefois, cette période d'apogée est aussi marquée par une esthétique de la femme souvent critiquée pour son homogénéité, vous l'avez compris, et pour sa stylisation à l'extrême et à l'outrance du corps, qui sera source de tensions dans le contexte sociétal contemporain. Malgré ces critiques, jusqu'aux années 2010, Victoria's Secret règne sans partage sur le marché de la lingerie, incarnant à la fois un rêve commercial et culturel. Sous Wexner, Victoria's Secret s'impose comme une marque globale, pilier de l'industrie de la lingerie et de la mode féminine, avec un univers marketing ultra puissant qui mêle un statut de luxe et de désirabilité massive. La marque exploite tous les leviers. Diversification des produits, événements spectaculaires, multiplication des points de vente pour bâtir tout un empire majeur ayant profondément influencé la représentation de la féminité dans la culture populaire mondiale. On le disait, on va l'approfondir, mais Victoria a longtemps été la cible de critiques majeures concernant son manque criant de diversité et d'inclusivité, malgré le rebranding récent. Pendant des décennies, la marque a promu un idéal de beauté particulièrement homogène, tu le disais, qu'on le disait, centré sur des mannequins blanches, très minces, excluant la quasi-totalité des autres morphologies dites plus size, ainsi que les personnes issues de minorités ethniques ou les membres de communautés LGBTQIA+, je pense notamment aux personnes transgenres, ainsi que les personnes en situation de handicap. Ce manque d'ouverture a nourri des critiques extrêmement vives, notamment à mesure que la société exigeait plus de représentativité et de pluralité dans les médias et notamment les médias de la mode, domaine dans lequel Victoria's Secret représentait l'archétype du modèle corporatif figé et exclusif. Cette vision archaïque de la féminité se traduisait par une hypersection omniprésente avec des mannequins déshabillés constamment, exhibant un corps peaufiné pour le regard, notamment masculin, que l'on appelle couramment dans les milieux intellectuels le male gaze, et le marketing de la marque revendiquait paradoxalement des discours, tu le disais, d'empowerment, invitant la femme à se sentir puissante, confiante, mais cette puissance passait souvent par une objectification assumée, où la séduction était construite sur une image stéréotypée, fantasmée, peu diverse, renforçant une norme hétéronormée et patriarcale, et cette contradiction a creusé un fossé entre la marque et une partie grandissante de la société, en particulier les milieux féministes et progressistes.
ils ont rien foutu. Genre, l'histoire déjà est bizarre. Ouais. Et après, ils ont rien fait. Ils ont rien fait, en fait. C'est un truc de ouf, je trouve. D'avoir down sa propre... Enfin, une marque... Enfin, un truc aurait pu être... Enfin, je veux dire, des soutifs et des culottes, tout le monde en porte, quoi. Enfin, pourquoi Ça semble déjà l'intention de base. Oui, non, mais... Faciliter l'achat de lingerie pour les hommes. Voilà, c'est pour ça que je dis que déjà, l'histoire est bizarre, mais d'un point de vue plus... Oui, ça a été racheté et tout. Comme on l'a dit, le tournant majeur apparaît avec le mouvement MeToo en 2018, qui intensifie l'examen de la critique de la culture interne et externe de Victoria's Secret, alors que la société réclame plus d'authenticité, plus de diversité et surtout un rejet des stéréotypes sexistes. La marque est accusée de résistance au changement, une anti-woke quoi. Maintien d'un imaginaire basé sur la femme-objet, symbolisée par des défilés spectaculaires et la figure exclusive des Angels, qui suscite littéralement un tollé général, général. En tout cas dans les milieux féministes et voilà, progressistes. Exactement. Le défilé annuel autrefois, événement incontournable, a été suspendu, comme on le disait, en 2019, dans un contexte de forte baisse des audiences et de critiques sociales intenses. Parallèlement, des enquêtes internes, notamment celle du New York Times, révèlent une culture très toxique, comme c'est bizarre, au sein de l'entreprise, avec des témoignages des mannequins et des employés victimes de harcèlement moral et sexuel. Étonnant. On s'y attend pas. Ces révélations, largement médiatisées par des enquêtes donc du New York Times, mettent en lumière la misogynie systémique qui aurait imprégné la gestion de la marque, notamment sous l'ère de Leslie Wexner. Étonnant. Ces scandales ébranlent la réputation de la marque au moment même où les attentes sociétales sur les respects des droits et de la diversité se durcissent. Ouais. Merde alors. En outre, sur le plan éthique, Victoria's Secret est aussi critiquée pour sa faible performance en matière de responsabilité sociale et environnementale. La marque est soupçonnée, comme beaucoup dans l'industrie du textile, d'utiliser des filières peu transparentes, avec notamment des accusations de travail forcé dans certains sous-traitants. Elle est régulièrement classée négativement dans les rapports d'Ethical Fashion Report, dénonçant un retard important dans l'adaptation de mesures concrètes pour réduire son empreinte carbone et améliorer les conditions de travail dans les chaînes de production. Face à toutes ces nombreuses critiques qu'on a soulevées, Victoria's Secret a tenté ces dernières années de redéfinir son modèle en misant sur un discours d'inclusivité, intégrant des tailles variées, des mannequins d'origine diverses, des personnalités LGBTQIA+, et même une lingerie adaptée aux femmes en situation de handicap. Démagogie. Toutefois, ce repositionnement a souvent été perçu comme opportuniste, voire superficiel, une forme de woke washing par une partie du public et des observateurs, tant le passé et l'image stéréotypée de la marque restaient ancrés dans les mentalités. Victoria's Secret illustre à la fois les difficultés d'une marque emblématique à évoluer dans un contexte socioculturel en pleine révolution et la fragilité stratégique visant à concilier un marketing traditionnel et les attentes progressistes en matière d'égalité, d'inclusion et d'éthique. Et on le disait, et on le redit, c'est à partir de la fin des années 2010 que Victoria's Secret a commencé à perdre de sa superbe, confrontée aux problèmes structurels majeurs qui ont fragilisé son modèle commercial jusqu'alors dominant. En 2019, la marque a notamment annoncé la fermeture de 53 magasins en Amérique du Nord, marquant un recul significatif de sa présence physique sur le marché, et cette décision s'inscrivait dans un contexte de chute générale des ventes où les points de vente physiques perdaient de leur attrait au profit du commerce en ligne, mais aussi face à une image de marque de plus en plus désuète aux yeux de cette nouvelle clientèle plus préoccupée justement par tout ça. Et on en parlait, la perte d'audience et de visibilité du défilé Victoria's Secret est justement le symptôme de ce déclin emblématique. Donc on disait, il y avait à peu près autrefois 12 millions de spectateurs à son pic. C'est ça. Le show a vu ses audiences chuter
dès 2014, tombant même jusqu'à à peu près 3,3 millions en 2018, ce qui est très peu par rapport à ce qu'il y avait en 2012. Ah, c'est 10 millions de moins, quoi. Cette forte baisse d'intérêt se constate particulièrement chez les jeunes de 15 à 25 ans qui étaient autrefois le public le plus présent sur le défilé. Et ça reflète un décalage croissant, justement, on le disait, entre la marque et les attentes de la société en plein changement. La fermeture de magasins, la perte d'audience et les questions sur la sincérité de ces engagements témoignent des défis structurels majeurs auxquels Victoria's Secret a tenté de répondre pour envisager un avenir durable. Entre 2020 et 2025, on le disait, Victoria's Secret a entrepris un repositionnement stratégique ambitieux visant à redorer son image, ternie par les critiques et la baisse des ventes. Au cœur de cette réinvention se trouve une focalisation affirmée sur l'inclusivité avec le lancement de campagnes publicitaires mettant en avant des mannequins aux profils divers. Comme par hasard. Plus réel que le passé. Le groupe VS Collective, lancé en 2021, vous l'aurez compris, VS Victoria's Secret, regroupe des ambassadrices emblématiques telles que Megan Rapinoe, qui est une sportive reconnue et activiste LGBTQIA+, Paloma Elsesser, qui est une mannequin plus size et activiste body positive, et Valentina Sampaio, qui est une mannequin transgenre. Ces figures symbolisent un changement profond dans la stratégie de communication, mettant l'accent sur la diversité corporelle, ethnique et identitaire, tentant de s'éloigner de l'ancien modèle centré sur les canons de beauté extrêmement normatifs. Parallèlement, Victoria's Secret s'est engagé à élargir ses gammes de produits en lançant des collections plus durables, notamment de la lingerie axée sur le confort et la fonctionnalité, comme des soutiens-gorge pour femmes enceintes ou en récupération post-mastectomie. Et cette orientation vers une offre responsable s'accompagne d'un changement renforcé en ressources humaines avec la publication de rapports annuels d'impact social et environnemental pour rendre compte de ces avancées. La démarche vise à répondre aux attentes grandissantes d'une clientèle sensibilisée à ces enjeux éthiques, écologiques, tout ça, consolidant ainsi une marque plus responsable. Ouais. Cette période voit également des acquisitions stratégiques comme celle de Adore Me, une marque réputée pour ses efforts en matière d'inclusivité et son ancrage dans la durabilité. Victoria's Secret place en outre de plus en plus ses espoirs dans des collaborations avec des influenceuses et créatrices de la Gen Z, cherchant à regagner les faveurs d'une clientèle beaucoup plus jeune, connectée et socialement engagée. Ces partenariats visent à relancer la notoriété de la marque en adoptant les codes actuels de communication, notamment sur les réseaux sociaux, et en donnant une voix plus authentique à ces campagnes. Cependant, cette transformation, bien qu'ambitieuse, rencontre beaucoup de scepticisme. Des analyses montrent que la nouvelle orientation est souvent perçue, on le disait, comme un wokewashing, opportuniste, une stratégie marketing davantage tournée vers la correction d'image immédiate que vers une transformation culturelle et structurelle profonde. Malgré la diversité pseudo-apparente et les nouveaux produits, une partie du public doute encore de l'authenticité de l'engagement, faisant état d'une marque encore empreinte de ses travers et ses paradoxes historiques, ce qui montre une transition difficile entre un imaginaire de rêve et la réalité, notamment la réalité des enjeux contemporains, nourrit énormément les controverses autour de la sincérité du repositionnement. Néanmoins, cette renaissance de Victoria's Secret passe aussi par un retour malheureux, on le disait, du défilé iconique, inauguré en 2024, sous une autre forme, plus inclusive, il paraît, diffusée sur une plateforme comme Amazon Prime. Et cette version modernisée met en avant une diversité de corps, d'âge et d'identité, ainsi qu'une mise en lumière de créateurs émergents du monde entier, cherchant à refléter le paysage global de la mode d'aujourd'hui. Ce tournant culturel et business est crucial pour l'avenir de la marque, qui cherche justement à concilier son héritage
et cette modernité, en espérant retrouver la place majeure qu'ils avaient auparavant dans un marché désormais extrêmement concurrentiel et sensible aux valeurs sociétales. Le repositionnement inclusif et féministe entrepris par Victoria's Secret 2020 à 2025 a donné lieu à des réceptions très mitigées, particulièrement au sein des milieux universitaires et particulièrement aussi des consommateurs qui sont très critiques. Des analyses approfondies, publiées, mettent en lumière le phénomène du wokewashing, c'est-à-dire une adaptation rapide, externe et perçue comme superficielle d'un discours soi-disant progressiste, en transformation réelle interne, profonde et surtout durable. Ce repositionnement, qui va être jugé beaucoup trop brutal et surtout stratégique, a intensifié les méfiances des consommateurs, en particulier les clients fidèles de longue date qui se sentent et se sont sentis délaissés par la marque, tout en n'attirant pas assez une nouvelle clientèle sensible à ces nouvelles valeurs sociales. Le changement a réellement été perçu comme une façade, un simple outil de gestion de crise, plutôt qu'un réel engagement social. Bah, tu sais, quand l'héritage est gangréné, en fait, c'est ça. Faut jeter. Hein. Ouais. C'est dommage. Une pomme pourrie, tu pourras pas la rendre bonne, quoi. Ouais. Une étude publiée dans Corporate Social Responsibility and Environmental Management souligne que le repositionnement moralisant et inclusif de Victoria's Secret a suscité un important scepticisme, on le disait, de la part des consommateurs. Ce virage perçu comme dicté par des pressions externes plutôt que par un engagement interne authentique a renforcé la méfiance, tu le disais, du consommateur, notamment parmi les clients historiques. Les chercheurs Angela Lisi, Giacomo Zattini et Armando Della Porta expliquent que cette réorientation agressive, entre autres par le recours à des messages féministes clairs, l'annulation du célèbre défilé et la mise en avant d'une plus grande diversité dans les campagnes publicitaires, a paradoxalement détérioré la crédibilité de la marque. Et il montre que ce repositionnement a souvent été perçu comme une tentative de masquer les défauts fondamentaux de l'identité bien établie de Victoria's Secret, générant un, je cite, effet diable déguisé en ange auprès du public, c'est-à-dire un rejet que l'acte de transformation ne soit qu'un artifice. Et la littérature souligne ainsi l'importance d'un alignement sincère entre la rhétorique, c'est un truc d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, et les pratiques concrètes, point sur lequel la marque a été jugée insuffisante. Cette perception est renforcée par une tension structurelle fondamentale. La marque cherche à préserver son identité de rêve et de glamour, tout en voulant s'adapter aux exigences contemporaines. Cette double contrainte crée un problème existentiel pour son storytelling. En effet, ce fantasme de Victoria's Secret a été bâti pendant des décennies sur une représentation normée, sexualisée de la féminité, qui entre difficilement en résonance avec les aspirations actuelles qui valorisent les corps multiples, naturels et des visions élargies du genre et de la beauté. Ce conflit nourrit la perception que la marque oscille entre deux mondes, sans réellement parvenir à une synthèse convaincante. Et le scepticisme face à ce repositionnement est aussi nourri par la tendance des consommateurs à détecter les tentatives opportunistes. Ainsi, le discours féministe et inclusif, s'il est jugé déconnecté des pratiques réelles et des valeurs profondes de l'entreprise, risque d'être perçu non pas comme un progrès, mais comme une forme d'exploitation commerciale d'enjeux sociaux sensibles. Et la méfiance envers les marques qui pratiquent le wokewashing est aujourd'hui beaucoup plus forte qu'avant, et Victoria's Secret est devenu un symbole de ce phénomène-là, ce qui ralentit d'autant plus sa capacité à rebondir, à renouer avec une forte confiance du client. Malgré tout ça, Victoria's Secret reste incontournable. Enfin, c'est une référence incontournable dans l'étude d'évolution du marketing. Son histoire est celle d'une marque qui a longtemps incarné un certain idéal unique,
monolithique avant de se heurter à la révolution. Autour de la diversité, de l'inclusion, de l'authenticité, enfin bref, tous ces petits mots-là. L'analyse critique de cette marque met véritablement en lumière la difficulté de Victoria's Secret à se réinventer sans perdre l'essence même de la marque. Sa démarche d'inclusivité, bien que extrêmement médiatisée, perçue de manière ambivalente. D'un côté, elle marque une volonté de rupture avec un passé historique qui pose question, et de l'autre, la marque peine à véritablement dépasser une esthétique qui reste largement ancrée dans ses racines. Et ce dilemme est un véritable défi existentiel pour la marque qui tente de concilier rêve et réalité, aspiration au changement et fidélité à son héritage. La question centrale qui demeure, peut-on vraiment sauver Victoria's Secret? Faut-il plutôt dépasser ce modèle d'une époque révolue pour imaginer de nouveaux paradigmes de lingerie, enfin dans la lingerie? En d'autres termes, la marque peut-elle s'adapter suffisamment pour survivre dans un monde où la beauté est plurielle et l'exigence morale forte, où son modèle commercial et culturel appartient-il définitivement au passé? Moi j'ai la réponse, arrêtons Victoria's Secret. Ouais! Parfois, il y a des marques qui doivent s'arrêter parce que dans la manière dans laquelle elles ont été construites, soit leur héritage n'est plus respecté à cause des contraintes marketing, soit la source à l'origine, il y avait un problème. Mais là, pour moi, Victoria's Secret, la manière dans laquelle ça a été pensé, la manière dans laquelle ça a évolué, pose véritablement un problème. C'est pas possible pour cette marque d'aller à l'encontre de ça. Je pense qu'il y a des marques de lingerie qui sont bien plus intéressantes. Moi, j'ai jamais aimé Victoria's Secret. Personnellement, ça m'a jamais fait rêver. Je trouve qu'il y a vraiment une volonté de femme-objet cachée faussement sous soi-disant une femme puissante, forte et libre. Et d'ailleurs, on parlait de petites marques de lingerie. Il y a une madame sur TikTok, et j'ai pas du tout son prénom, c'est horrible. C'est une petite meuf trans que j'adore, qui fait de la lingerie à la main. By Anna Couture. Elle a un petit site internet pour vendre de la lingerie pour les personnes trans. Allez voir. C'est trop compliqué de faire une culotte Tucky, genre Voilà. c'est pas possible de Elle faire le fait, ça, elle, genre. à la main chez elle. Genre. Donc, voilà, je sais pas, toi, Victoria's Secret. Ah bah moi Victoria's Secret effectivement avec le recul évidemment parce que Ouais. quand j'étais plus jeune je regardais. Ouais, t'étais dans le marketing. Moi j'étais dans le marketing. Tu t'étais laissé embarquer, dis-le. Non, en fait, la marque en tant que telle, j'aimais pas parce que j'aimais pas cette sexualisation, enfin cette ultra sexualisation. Par contre, moi j'aimais trop les mannequins, par contre. Je les adorais. Ça faisait déguisement, mais pas un déguisement en mode. Je sais pas comment expliquer. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, genre. On a l'impression qu'on était au carnaval de Rio, mais en Mais étant- version appropriation culturelle AliExpress. Voilà, exactement. C'est marrant, les brumes Victoria's Secret ont été remplacées par les brumes Sol de Janeiro. Bon, je pense qu'il est grand temps de conclure cet épisode, Voilà, de exactement. s'arrêter là. On espère que ça vous a plu. Dites-nous vous en commentaire ce que vous pensez de Victoria's Secret, de son repositionnement. Dites-nous si vous avez peut-être un modèle de comment Victoria's Secret pourrait éventuellement s'en sortir. Ouais. Parce que nous, on dit qu'elle peut pas s'en sortir Oui, parce mais qu'il y a le modèle. ouais, et puis nous, on travaille pas dans le marketing, Et guys. puis voilà, hein. et puis on n'est pas dans la lingerie, enfin voilà. Voilà. Mais si ça se trouve, on sait pas, il y a peut-être un truc qui va faire que Hop, magie, quoi. son nom C'est peut Cendrillon revenir, avec la bonne fée. Exactement. Faut avoir un bon plan. On va s'arrêter là. Ouais. Comme d'habitude, Bah, les YouTubades. Likez, Commentez, partagez, abonnez-vous, les voilà. cloches de notification, blabla. Allez voir sur Instagram aussi. Ouais. Ils sont dans la description si jamais. De Partout. toute façon, vous nous retrouvez partout. Voilà, partout. Peut-être un jour sur Twitch. Who knows? En attendant, on vous fait des bisous et on vous Bisous. dit à bientôt.